Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler de 5 nouvelles expériences qui ont été menées sur des êtres humains sans leur consentement, vous vous en doutez. En 1931, le psychologue américain Winthrop Kellogg, non, c'est pas le gars qui fait les céréales, et son épouse Luella entreprennent une expérience pour le moins inhabituelle. Observer le développement d'un nourrisson humain élevé aux côtés d'un bébé chimpanzé. Leur question est simple. Dans quelle mesure le comportement humain est-il inné et dans quelle mesure est-il influencé par l'environnement? Pour y répondre, ils décident de mener l'expérience directement chez eux, dans leur propre famille. Leur fils Donald, âgé de 10 mois, et une jeune femelle chimpanzé nommée Gwa, âgée de 7 mois et demi, vont grandir ensemble dans un environnement strictement identique. Ils sont nourris, habillés et stimulés de la même manière, recevant le même amour parental et le même style d'éducation. L'objectif des Kellogg est d'observer si Gwa finira par adopter des comportements humains. Au fil des semaines, les résultats surprennent les chercheurs. Gwa progresse rapidement dans l'apprentissage des gestes humains. Le truc, c'est que là où elle excelle, en motricité et en apprentissage par imitation, Donald, lui, il commence à montrer un retard inquiétant sur le plan du langage. C'est là que l'expérience prend une toute autre tournure. Plutôt que de voir Gwa devenir plus humaine, ce sont les comportements de Donald qui commencent à changer. Il imite les cris de sa sœur adoptive, oui, je pense qu'à ce stade, on peut l'appeler comme ça, développe des gestes similaires aux singes et montre plus d'aisance dans la communication non verbale que dans l'usage des mots. C'est un renversement de situation que forcément les Kellogg n'avaient pas anticipé, donc face à ces observations, ils vont prendre une décision radicale. 9 mois après le début de l'expérience, ils y mettent tout simplement un terme. Donald sera donc séparé de Gwa avant que ses capacités linguistiques ne soient trop impactées. Gwa, quant à elle, elle va être envoyée dans un environnement dans lequel elle va retrouver d'autres singes. Mais malheureusement, l'histoire ne se finit pas bien pour elle. Elle décède peu après son retour parmi les siens. Et il est dit que la cause est probablement le changement d'environnement trop brutal. L'expérience des Kellogg pose des questions fondamentales sur le rôle de l'environnement dans le développement de l'enfant. Elle illustre aussi, de manière frappante, la plasticité du cerveau d'un enfant et l'influence de l'apprentissage sur la construction de l'identité. Si les Kellogg espéraient prouver que Gwa pouvait devenir plus humaine, ils ont surtout démontré à quel point l'être humain peut lui aussi être influencé par son entourage, au point d'en adopter les comportements les plus fondamentaux. Une expérience qui, comme souvent, est terrible, car menée sans le consentement des victimes, et qui aura d'une tué Gwa, mais aussi probablement fait beaucoup de mal à l'enfant à qui on a retiré Gwa, avec laquelle il avait grandi durant de nombreux mois. La deuxième expérience. Une expérience plus connue dont vous avez peut-être déjà entendu parler, l'expérience de Milgram. En 1961, à l'université de Yale, le psychologue Stanley Milgram se pose une question. Jusqu'où une personne est-elle prête à aller pour obéir à une autorité? Une question simple qui vient à une époque où le monde tente encore de comprendre les atrocités de la Seconde Guerre mondiale et le rôle de l'obéissance dans les crimes de masse. Pour y répondre, Milgram prévoit une expérience. Les participants sont recrutés via une annonce et informés qu'ils participeront à une étude scientifique qui concerne l'efficacité de la punition sur la mémorisation. À leur arrivée, ils rencontrent une personne qui se présente comme un autre participant, mais qui est en réalité un complice de Milgram, un acteur. On explique alors aux participants qu'ils devront jouer le rôle de l'enseignant, tandis que l'acteur jouera celui de l'élève. Le but de l'expérience est simple, l'enseignant doit lire des mots à l'élève et celui-ci doit les mémoriser et les restituer correctement. À chaque erreur de l'élève, l'enseignant doit lui administrer une décharge électrique avec une intensité qui augmentera à chaque faute. Oui, j'ai dit que l'expérience était simple, pas saine. Les participants ne savent pas que les chocs électriques sont en réalité factices et que les cris de douleur de l'élève ne sont qu'une mise en scène et du préenregistré surtout. Devant chaque participant se trouve un générateur de choc électrique avec des niveaux allant de 15 à 450 volts. Au fur et à mesure que l'élève fait des erreurs, le participant est encouragé par un homme en blouse, la fameuse autorité de l'expérience, à augmenter la puissance de la décharge. Le truc, c'est que la tension monte rapidement car l'élève derrière le mur commence à montrer des signes de douleur intense. Il gémit, s'il supplie et à mesure que les volts montent, il hurle de douleur. À 150 volts, il demande même à arrêter l'expérience. Face à cette situation, les participants hésitent,
se retournent vers l'homme en blouse et questionnent le bien fondé de ce qu'on leur demande. Mais l'expérimentateur leur répond toujours la même chose, une phrase simple et directe « Veuillez continuer ». L'expérience exige que vous continuiez. Cette autorité va pousser la majorité des participants à obéir malgré leur propre malaise. Peu à peu, ils continuent à augmenter la puissance de la décharge, bien que l'élève soit silencieux car probablement faussement inconscient. À 300 volts, certains des participants refusent de poursuivre. D'autres, visiblement anxieux, continuent malgré tout. À chaque nouveau palier, Milgram observe des signes de détresse chez eux. Mains tremblantes, sueur, angoisse, etc. Pourtant, la majorité d'entre eux iront jusqu'au bout, atteignant même le dernier niveau, 450 volts. Un niveau sur lequel est marqué « Attention, choc dangereux ». Les résultats de l'expérience ont été plus qu'inquiétants pour le Dr Milgram, car environ 63% des participants, ce qui est beaucoup, ont administré les chocs jusqu'au niveau le plus élevé, obéissant aux instructions sans remettre en question les conséquences de leurs actes. Ces chiffres sont d'autant plus troublants que la majorité des participants expriment un malaise visible tout au long de l'expérience. Ils ne sont pas insensibles, mais quelque chose de plus fort les pousse à continuer. Milgram conclut que l'obéissance à une autorité peut pousser des personnes à commettre des actes inhumains, même lorsqu'ils vont à l'encontre de leurs valeurs. En gros, il en conclut que les circonstances et la présence d'une autorité peuvent écraser la moralité individuelle. La troisième expérience. Entre 1943 et 1944, dans les camps de concentration nazis, le docteur Joseph Mengele, surnommé l'ange de la mort, va mener des expériences inhumaines sur des êtres humains. En particulier, son obsession pour les jumeaux va le pousser à commettre des atrocités inimaginables. Parce que oui, c'est vrai que les camps de concentration, c'était pas assez horrible comme ça. Dans le camp d'Auschwitz, il traque des jumeaux parmi les déportés, les sélectionne et les soumet à des expérimentations dans le but de percer les secrets de la génétique. Les travaux de Joseph sur les jumeaux visaient à démontrer la supériorité de l'hérédité sur les facteurs environnementaux et ainsi appuyer la doctrine nazie de la supériorité de la race aryenne. Mais ces études étaient également motivées par la volonté d'augmenter le taux de natalité en Allemagne en améliorant les chances d'avoir des jumeaux. Les sujets d'études de Joseph, à savoir les jumeaux, étaient mieux nourris et traités que les autres déportés. Il a d'ailleurs même créé un terrain de jeu pour les enfants. Et dans ce fameux terrain de jeu, il se présentait comme oncle Joseph. À leur arrivée au camp, les jumeaux étaient séparés des autres prisonniers et rassemblés dans des baraquements spécifiques. Joseph leur promettait de la nourriture, de meilleurs vêtements, en gros une fausse promesse de sécurité. Comme je vous ai dit plus tôt, l'une des obsessions de Joseph, c'était la question de l'hérédité. En examinant les jumeaux, il pensait pouvoir découvrir comment des caractéristiques comme la couleur des yeux ou la taille se transmettaient d'une génération à l'autre. Il soumettait les enfants à une série d'expériences pour comprendre comment le corps humain réagit à des traitements extrêmes. Il réalisait des injections de produits chimiques directement dans leurs yeux pour tenter de changer leur couleur. Certains enfants perdaient la vue ou encore souffraient d'infections extrêmement douloureuses. Mais les interventions de Joseph ne s'arrêtaient pas aux injections. Il procédait à des opérations chirurgicales sans anesthésie. Il amputait des membres, parfois sans raison apparente, pour observer le comportement du corps face à de tels traumatismes. D'autres jumeaux étaient cousus ensemble pour tenter de créer des jumeaux siamois, qui va d'ailleurs souvent les mener rapidement à la mort. Et parce que ce n'est jamais assez, lorsqu'un des jumeaux décède des suites des traitements, Joseph ordonne souvent la mort de l'autre jumeau pour effectuer une autopsie comparative. Des expériences horribles, inhumaines et malheureusement, en plus de tout ça, après la guerre, Joseph va échapper à la justice. Il va fuir en Amérique du Sud et échapper aux poursuites jusqu'à finir un jour par mourir de noyade. Quatrième expérience. En 1947, le psychologue afro-américain Kenneth Clark mène une expérience qui mettra en lumière les ravages du racisme intériorisé chez les enfants noirs aux États-Unis. L'objectif est simple, mesurer l'impact de la ségrégation raciale sur l'estime de soi des plus jeunes. Pour cela, ils soumettent des enfants noirs âgés de 3 à 7 ans à un test apparemment anodin. Devant eux, 4 poupées strictement identiques à une différence près. 2 sont blanches, les 2 autres sont noires. Les chercheurs posent alors une série de questions aux enfants. Quelle poupée est la plus jolie? Quelle poupée est la plus gentille? Avec laquelle tu as envie de jouer? Et les résultats sont surprenants. Une écrasante majorité des enfants désignent la poupée blanche comme étant la plus belle et la plus gentille. Tandis qu'ils attribuent des qualificatifs négatifs aux poupées noires, celles qui leur ressemblent pourtant.
Le test prend une tournure encore plus troublante lorsqu'il s'agit d'auto-identification. Lorsqu'on leur demande quelle poupée leur ressemble, de nombreux enfants hésitent. Certains pointent la poupée noire avec réticence, d'autres refusent de répondre. L'un d'eux affirme même « Je suis blanc, j'ai juste bronzé au soleil », témoignant par là du fait qu'il a assimilé l'idée imposée par le blanc à cette époque selon laquelle la bonne couleur, la couleur normale, c'est le blanc. C'est une question vraiment terrible qui montre que dès leur plus jeune âge, les enfants noirs assimilent l'idée que la peau blanche est synonyme de valeur et de beauté, tandis que la leur est associée à des traits négatifs. Un constat accablant qui démontre l'impact psychologique de la ségrégation et des normes sociales racistes. Les conclusions des Clark ne resteront pas lettre morte. En 1954, leur étude sera citée à la Cour suprême des États-Unis lors du procès historique Brown v. Board of Education qui aboutira à la fin de la ségrégation scolaire dans les États du Sud. Un projet donc plus qu'essentiel. 5e expérience. Le 1er mars 1954, une gigantesque explosion secoue l'atoll de Bikini, dans le Pacifique. L'essai nucléaire américain Castle Bravo vient de libérer une puissance 1000 fois supérieure à celle d'Hiroshima. Mais ce que les scientifiques n'avaient pas anticipé, c'est l'ampleur du nuage radioactif qui s'élève dans le ciel et se disperse bien au-delà de la zone prévue. En quelques heures, une fine poussière blanche commence à retomber sur des îles habitées. Les habitants intrigués touchent ces flocons inhabituels, les confondant avec de la cendre volcanique. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent d'être exposés à des radiations énormes. Quelques jours plus tard, la marine américaine intervient enfin pour évacuer les populations. Mais il ne s'agit pas uniquement de les sauver. Les autorités y voient une opportunité scientifique inespérée. C'est ainsi que naît le projet 4.1, une étude sur les effets des radiations sur l'être humain. Vous l'aurez compris, officiellement, il s'agit d'apporter des soins aux victimes. Officieusement, ces habitants deviennent plutôt des sujets d'étude. Dès leur arrivée sur la base militaire, les marchalais sont examinés sous tous les angles possibles. Les scientifiques mesurent les taux de contamination, notent chaque symptôme, analysent l'évolution des brûlures, de la perte de cheveux, des nausées, etc. L'objectif est double. Comprendre les effets biologiques d'une irradiation massive et collecter des données utiles en cas de guerre nucléaire. Pendant des années donc, les habitants seront suivis, auscultés, testés. Mais au lieu de recevoir un traitement adapté, beaucoup se voient simplement observés comme des cobayes involontaires. Certains développent des cancers de la thyroïde, d'autres souffrent de malformations congénitales, bref, de grosses pathologies. Avec le temps, les marchalais commencent à comprendre l'ampleur de ce qu'ils ont subi. Certains accusent le gouvernement des États-Unis d'avoir sciemment laissé les îles exposées pour mieux étudier les effets des radiations. Le gouvernement américain, lui, nie toute préméditation. Pourtant, un document découvert en 1994 semble prouver que le projet 4.1 était mentionné avant même l'explosion de Castle Bravo. La science avance souvent sur des lignes dangereusement fines entre la nécessité de faire avancer les choses et l'éthique. Mais là, il s'agit même plus d'une question d'éthique. Ce qui s'est passé dépasse de loin toutes les limites imaginables. Voilà, écoutez, c'est l'épisode 2. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner, à liker. Ça fait vraiment plaisir. Quoi qu'il arrive, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.